Salut les fans de Radiant, on se retrouve pour le résumé et analyse arc par arc, et aujourd'hui on va parler de mon arc préféré, l'arc de Sifon-Dyr et celui des Chevaliers Sorciers. Comme d'habitude, ça va spoiler sévère. Cette fois, je vais pas pouvoir faire un résumé des événements aussi détaillé que l'arc de Rumbletown, qui couvrait les volumes 2 et 4. Là, j'ai les tomes 5 à 10, donc je vais donner les grandes lignes, puis je soulignerai les points qui me semblent importants. Alors, Seth, il arrive seul dans Sifon-Dyr, un continent inspiré de la Grande-Bretagne, pour chercher des infos sur le Radiant. Il arrive dans la ville de Kessler-Merlin, la capitale, où il doit chercher des infos dans les archives du château. Mais il faut être chevalier pour ça. Il rencontre Myr, un lutin qui lui donne une astuce et qui sera bien plus important plus tard. Et il rencontre Oko, l'apprenti chevalier sorcier qui veut faire ses preuves. En partant avec elle, il découvre les Nemesis Spectrum, qui sont intangibles, mais on nous laisse entendre que seuls 2 prodiges arrivent à les tuer. C'est en fait un complot pour que les paysans qui ont vendu leurs terres à des étrangers se croient maudits. Ceux qui achètent leurs terres sont les barons marchands, des nobles qui n'ont pour priorité que d'augmenter leur fortune, en bons capitalistes. Suite à l'arc Rumbletown, leurs usines ont été détruites dans la bataille, et cherchent donc à compenser autrement. Ils sont l'une des menaces de Kessler-Merlin, un pays grand mais qui n'est plus prêt à une guerre depuis longtemps. L'autre menace, c'est les inquisiteurs. Suite à des négociations avec les barons marchands, ils trouvent un terrain d'entente, réduire les infectés en esclavage. Pour les premiers, c'est un bon moyen de diaboliser les infectés et de les garder sous contrôle. Pour les autres, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Une invasion est donc lancée, et c'est la guerre entre la capitale de Sifon-Dyr et les Chevaliers Sorciers contre l'alliance des soldats de Baume et des inventions scientifiques des barons, qui va se solder par la victoire des Chevaliers Sorciers malgré de nombreuses pertes. Ça, c'est la partie à grande échelle. Zoomons un peu plus sur les personnages parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Vraiment, j'aime beaucoup les personnages de Radiant. Seth montre encore son côté très humain à différents moments, quand il protège les fermiers des soldats qui bombardent un faux Némésis, quand il se fait huer par les chevaliers sorciers parce qu'il croit que c'est sa faute s'ils sont attaqués, quand il est lui-même dans le dispositif de projection des spectrums et qu'il croit qu'il va écraser les paysans. D'ailleurs, c'est toujours un peu flou pour moi après plusieurs lectures. Dis-moi si c'est juste une illusion ou si c'est vraiment quelque chose de tangible et il peut écraser les paysans. Ensuite, Seth, il progresse dans la maîtrise du Fantasia grâce à Myr. Celui-ci l'entraîne à ressentir l'énergie de son environnement, #Jiraya, et il lui permet d'utiliser son côté maléfique bien plus longtemps sans perdre le contrôle. Mais aussi d'utiliser l'énergie de la nature pour créer des plantes, ce qui lui donne une deuxième corde à son arc, un deuxième type de pouvoir totalement différent. Myr, justement, c'est un de mes personnages préférés, totalement décalé et hilarant avec ses chansons coquines. C'est en fait le légendaire Merlin, le dernier représentant du petit peuple, qui passe du comique au tragique lorsqu'il perd la femme de sa vie et devient un monstre qui ravage tout sur son passage, mais qui s'adoucit au contact de ses enfants. C'est un sensei profondément bienveillant envers Seth, et il fera quelques apparitions plus tard parce que c'est un membre du Coven des 13 comme Yaga. Ensuite, Oko, c'est une jeune fille très énergique qui donne tout pour devenir chevalier sorcier au service de sa reine, pour protéger le royaume, mais malgré sa motivation, elle a du mal à suivre les ordres, et son chef, Lord Brangoire, il lui reproche son attitude rebelle et émet une réserve quant à son adoubement. Mais la reine, elle l'a toujours observé, et elle a bien compris qu'elle n'était pas faite pour obéir, mais bien pour donner les ordres. C'est une leaduse née, et c'est matérialisé par son attitude innée au Ghisoni, un sort pour diriger les troupes. Elle s'entend très bien avec Seth et ses compagnons, et il a une influence très bénéfique sur elle. Elle se bat au corps à corps avec des crânes volants, et elle adore se taper contre Mélie avec ses personnalités énervées. J'en ai parlé un petit peu avant, Queen Boadicée, c'est la reine de Kessler-Merlin. C'est une géante, une reine jeune et jolie qui le sait et qui n'hésite pas à se mettre en avant. Elle a beaucoup d'humour et elle aime bien faire des doubles sens pervers pour se moquer gentiment de Brangoire. Bien qu'elle ait la confiance du peuple, elle n'a jamais quitté son royaume, et c'est pour ça qu'elle n'a pas assez de recul, ce qui fait qu'elle n'a pas pu voir le complot des Némésis se mettre en route. Elle a fini par nommer Oko princesse de Sifon-Dyr après avoir décelé son potentiel, mais elle l'encourage à voyager et à voir du pays avec nos héros pour gagner en maturité et devenir une grande reine plus tard. Doc, il a enfin une utilité guerrière. Dans son corps d'enfant, il est rentré dans l'armure magique de Pendraig, une armure qui transpire la classe. Et avec les pierres de mémoire, on a des scènes très drôles de bataille de personnalité entre les courageux lords et le lâche Doc. Enfin, je finirai par mon petit chouchou Dragunov. En début d'arc, il a récupéré son miracle de déplacement instantané avec son arc lors d'une cérémonie mystérieuse avec le général Torque, et il est arrivé sur le continent avec Liselot, une autre thaumaturge. Ils ont pu s'infiltrer dans la capitale pendant la grande fête de l'adoubement, mais ils ont été séparés. Il a réussi à convaincre Seth de se rendre pour arrêter la guerre. Ça, c'est ce qui était prévu initialement, mais il a bien compris qu'il avait aucune maîtrise sur les événements quand les thaumaturges y continuent leur massacre après qu'il ait donné le signal de fin. Parce que Seth, il manque pas de lui signaler. Dragunov, il se rend bien compte de la cruauté de ses collègues. En discutant avec Seth, puis avec Mélie et Grimm, il effleure le potentiel du Fantasia, notamment le Cid, le plan spirituel dans lequel les sorciers peuvent se parler à distance, et il dit qu'il regretterait presque de ne pas être un sorcier. Pareil, il dit à ses soldats qu'il ferait mieux d'être reconnaissants envers un sorcier, sinon ils seraient tous morts. Dragunov, c'est le gars qui est dans l'acquisition,
mais qui fait tâche et qui pourrait totalement se retourner contre ses camarades, comme il l'a fait avec Conrad de l'arc précédent. L'arc suivant concerne justement l'acquisition, c'est l'arc de Baume avec les Domitors, et si tu veux pas louper la prochaine vidéo, abonne-toi, mets la cloche sur YouTube, mets-moi en favori sur TikTok, et lâche ton meilleur like, et si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, dis-moi en commentaire ton personnage préféré. Allez, ciao!